sais plus, j'étais venu il y a quelques mois. Vous parlez d'Istio, c'est ça? Vous en êtes tous sur Kubernetes, hein? Pas encore. On va aller. Donc ça vous intéresse quand même de savoir les outils que vous pourrez utiliser. L'idée, effectivement, c'est que moi, j'ai une présentation là sur ce que j'appelle les Google Container Tools. Ce sont des outils open source qui sont issus de Google et qui permettent de résoudre certains problèmes que l'on rencontre quand on développe avec des containers et qu'on veut déployer sur Kubernetes. Parce que tout n'est pas toujours rose. En particulier, globalement, l'état des outils de développement pour Kubernetes, c'est ça, quoi. OK? Si tout va bien, la maison est en feu. Alors vous vous dites, bah là, moi je vais vous rajouter encore une demi-douzaine d'outils, donc ça va être encore pire, hein, parce que vous aviez 36 000 outils, maintenant vous en avez 36 000 plus 6. J'espère que je vais réussir à vous montrer que ces outils peuvent résoudre certains problèmes. Hein, et l'idée, c'est pas de vous fournir une liste d'outils clés en main, c'est plutôt des idées d'outils que vous pourrez utiliser si à un moment donné vous rencontrez les problèmes dont je vous parle. Un des problèmes dont je vous parle, on le rencontre tout de suite dès qu'on fait des simples Hello World. Là, j'ai un petit bout de code en Go. Hein, c'est du code Go qui affiche Hello World toutes les secondes. Donc en fait, ça fait ça. Hein, c'est tout simple. C'est vraiment le Hello World. Et puis j'ai créé un Dockerfile pour le containeriser. Donc normalement, si je tape bien et que je fais ça, ça va me construire mon image. Je construis une image Hello V1. Et si je fais ça, eh bien, bah non, ça c'est pas bon. Si je fais ça, on va y arriver. Eh bien, j'ai mon image Docker qui tourne. Hein. Si je veux la déployer sur Kubernetes, à ce moment-là, il faut que je fasse une table supplémentaire, c'est d'écrire un POM YAML. Hein. Ça, c'est le plus petit YAML qu'on puisse avoir pour lancer cette application-là sur un Kubernetes. Hein. Et donc, je vais faire en gros kubectl apply. Hein. Ma spec YAML, donc ça va parler à Kubernetes, ça veut dire voilà, il faudrait faire tourner ce conteneur qui s'appelle Hello V1. Et je peux aller chercher les logs de ça. Hein. Et voilà, j'ai bien Hello World. Donc, mon application en Go, je l'ai containerisée, je la fais tourner sur Kubernetes. Jusque-là, c'était le Hello World, ça va à peu près bien. Maintenant, je vais aller modifier un petit bout de code, d'accord? Centréon. Donc là, je modifie un bout de code. On va y arriver. Hein. Je modifie un bout de code. Je me dis, tiens, il faut que je rebuild l'image. Je vais en profiter pour l'appeler V2, donc je vais devoir penser à chaque fois à mettre un nouveau tag. Donc je vais la rebuilder. Pas toujours très rapide. Je vais aller modifier ma spec YAML pour dire, ah bah oui, maintenant c'est plus la V1, c'est la V2, je veux déployer. Je vais relancer, hop, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a un truc qui tourne là. Je vais relancer un kubectl apply pour demander à Kubernetes de mettre à jour mon application. Donc lui, il va arrêter le pod qui affiche Hello World, il va démarrer un pod qui affiche Hello Centréon. Et je peux venir les logs. Et donc vous avez vu quand même, juste pour modifier un petit bout de mon appli, j'ai rebuildé, j'ai retagué. Si j'avais déployé sur un cluster distant, j'aurais repouché sur une registry pour que le cluster puisse prendre la nouvelle image. J'ai modifié à la main le POM YAML, je l'ai réappliqué et je me reconnecte sur les logs et j'arrête les logs, etc. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la boucle infinie de douleur et de souffrance. Hein. C'est tous les développeurs qui font du Kubernetes, ils ont ça. Ils ont ça, et si vous imaginez que si le Hello World c'est compliqué, vous imaginez si vous avez des microservices, un peu plus de microservices que ça. Mais en général, les solutions, c'est un bon script bash qui fait ça, ou alors une bonne makefile, et le tout à chaque fois réinventé sur chaque nouveau projet. Hein. Et donc pour les microservices, c'est encore plus compliqué, surtout si vous avez vos différents services dans plusieurs repositories, ça devient vite le cauchemar. Donc moi, je dis, voilà, on va ramener le bonheur chez les développeurs, hein, avec déjà un premier outil qui s'appelle Scaffold. Scaffold, c'est un outil open source qui est assez récent, mais qui est très simple à utiliser. Hein. Il n'y a pas de procédure d'installation, c'est une ligne de commande hein, qui va vous permettre déjà de résoudre, de simplifier tout ce que je vous ai montré. Ligne de commande, ça permet du développement itératif et c'est vraiment ciblé pour des déploiements Kubernetes. L'idée, c'est que vous allez quand même devoir ajouter un autre fichier, le scaffold.yaml, hein, qui va décrire tous les artefacts sur lesquels vous travaillez.
Si vous avez une base de code, vous travaillez sur un artefact, vous en allez avoir un seul. Mais si vous avez plusieurs microservices, vous allez avoir autant d'artefacts. Chaque artefact, c'est une image Docker. Hein. Et Scaffold va se charger de la builder pour vous, de la taguer pour vous, de la pusher pour vous, de modifier les fichiers Kubernetes pour vous, etc., etc. Donc ça, c'est une config assez simple, mais en vrai, avec les valeurs par défaut, vous avez juste besoin d'écrire ça. D'accord? C'est pas trop dur. Là, j'ai juste mis le nom de mon image. Hein. Et par défaut, il sait que c'est une image Docker, il sait que c'est dans le répertoire courant, et il sait où trouver les fichiers YAML pour déployer sur Kubernetes. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez écrit ça, eh bien, déjà, vous pouvez faire en une commande scaffold build qui va construire vos images, les taguer, les pusher. Bien sûr, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, effet démo. On va faire un truc avant. Bon, voilà. Alors, Scaffold, je suis committeur dessus, donc là, j'ai une version qui n'est pas compatible avec mes configs. Tout va très bien. On va faire un petit retour arrière. Vous voyez, ça marche très bien. Ah ouais, quand même. Tac. Voilà. Bien sûr que ça marche. Donc, Scaffold Build, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir les artefacts à builder et il va les taguer tout seul. Ici, il va utiliser le tag Git sur lequel je suis. Il voit que c'est un repo Git, il voit qu'il y a des commits, mais en plus, il voit qu'il y a un tag, donc il va dire, tiens, bah, je vais utiliser le tag Git comme tag de mes images, ça va être plus simple. Je peux faire un petit peu mieux que ça, c'est que je peux faire un scaffold run. Hein. Donc, scaffold run, il va faire le build, hein, mais en plus, il va modifier les fichiers YAML, il va mettre le bon tag, il va parler à Kubernetes, il va appliquer les fichiers YAML pour que ce soit déployé. Mais en fait, je peux faire un petit peu mieux que ça aussi. Je peux faire scaffold run --- tail. Hein. Et là, il va builder, il va pusher, il va parler à Kubernetes avec la bonne version de l'image et il va me montrer les logs. Donc tout ce que je vous ai fait tout à l'heure, hein, déjà, ça va être fait en une seule commande. Et vous avez vu, à aucun moment, je me suis posé la question, quelle commande je dois lancer? J'en lance plus qu'une seule. Hein. J'ai pas Docker build, Docker push, kubectl apply, kubectl logs. Tout ça, c'est fait comme ça. Alors, comment? Ça devrait pas être plus rapide. Après, ce qui peut se passer, c'est que tout à l'heure, c'était la première fois qu'il buildait l'image, donc il l'avait pas en cache, donc c'était un peu plus lent, mais si j'avais fait à l'extérieur de Docker build, ça aurait été aussi rapide que maintenant. Alors je peux faire un petit peu mieux que ça même. Hein. Je peux faire scaffold dev. Là, ça va lancer un mode spécial hein, qui va faire exactement la même chose que ce que vous avez vu, sauf qu'en plus, il va watcher tous les fichiers qui sont copiés dans mes images Docker. Hein. Ce qui fait que si moi je les modifie, hein, Scaffold va s'en rendre compte. Hein, et il va rebuilder les images Docker qui sont impactées par les changements et va redéployer uniquement celles-là. Hop, là, il a rebuildé l'image, il a redéployé, il se connecte au log, et ça y est, la version elle est déjà mise à jour. Donc vous avez vu, mon cycle de développement, il est quand même accéléré. Et ce qui est marrant en plus, c'est que ça ne marche pas que sur les Hello World. Hein. Ça marche aussi sur des choses où il y a un peu plus de composants. Donc là, j'ai fait une petite application, je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré. Non, celle-là, je ne vous avais pas montré. Donc on a plusieurs microservices, UI, Game Proxy, Ref, Game, DB. C'est autant de microservices qui sont dans autant de répertoires. Hein. Et chacun a son nom d'image. Et puis chacun a sa palanquée de YAML. Hein. Ça, c'est pas propre à Scaffold, c'est vraiment le YAML pour parler à Kubernetes. Et si je fais Scaffold build, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi j'ai ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai cassé? Ça devrait marcher ça, la 13. Creating runner, scaffold build, F1. Alors oui, non, j'ai pas compilé la bonne, alors c'est ça. J'avais fait des mots là. Excusez-moi. Hein. En fait, ils ont cassé ma démo. Hein. Il y a 2-3 jours en committant un truc. Donc je vais aller me mettre avant ça. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Ouais.
Ah, peut-être la 0.14. On va essayer la 0.14, vous êtes prêts? En fait, j'ai des fichiers simplifiés qui n'étaient pas supportés à une certaine époque et qui sont supportés maintenant. Mais en même temps, on est monté de version dans les fichiers, donc il me dit, ah bah attention, ton fichier il est un peu trop vieux, il faudrait le remettre à jour. Hein. Donc il y a une commande pour le remettre à jour, j'ai pas envie de l'utiliser. Bref, je me retrouve entre deux eaux, avec une version qui supportait pas mon fichier et une autre version qui ne supportait plus. Ça devrait marcher normalement. Ouais. Donc là, il va builder mes 5 images Docker. Hein. Pourquoi c'est long comme ça? C'est pas normal ça. Parce que là, il n'a pas accès à Internet, c'est ça? Bon, tout à l'heure, il avait accès, oui. J'ai pas de chance. Ça marche. Il y a plein qui marche là. Allô? Ah bah, c'est ma journée démo, c'est ça? Ouais. Ouais. On réessaye. C'est l'effet démo. Oui. Non. Là, il est en train de faire des choses. Il est en train d'essayer de se connecter au hub Docker hein, pour récupérer des trucs. Et apparemment, ça fonctionne pas bien. Pourquoi? Je peux utiliser votre Wi-Fi là ou pas? Je peux utiliser... ça risque de déconnecter tout, le Hangout, le machin, tout ça. Hein. À Centré en gaz, bah, j'ai l'air d'être dessus. Alors, on va essayer ça. Hop, rien fou. Effet démo. Ou pas. Comment? C'est possible. Alors attendez, on va faire autre chose. On a peur de rien. Je pense que c'est Docker Format qui est sur un mauvais réseau là. Je fais des mots. Tu veux qu'on te file l'IP, enfin le... Attends, je vais réessayer ça. Et si ça marche pas, on essaiera aussi l'autre truc, ouais. Donc ça, on a de l'internet. Ouais. Lui, il est en train de démarrer. Ouais. L'autre jour, j'étais à une conférence à La Rochelle et il y a quelqu'un qui a eu un problème très similaire là, à celui-là. Et je pense que c'est les toutes dernières versions de Docker Format qui sont peut-être moins robustes sur les changements de DNS qu'elles n'étaient à une époque. On va dire que c'est ça. Hein. Kubernetes démarre. Normalement, j'en ai pas besoin pour faire le build. Problème réseau, il se reconnecte. Bon, c'est vrai qu'il marche. Alors. Bah, tu reviennes au mythe, parce que tu n'y es plus. Je reviens au mythe. Ouais. Ça. C'est le bordel, tout ça. Non, c'était bien ça. Tu me l'avais envoyé ici, c'est ça. Ah, hop. T'as pas le truc de reconnect. Hop, 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 hop. Niveau ni connu. Donc ça marche pas du tout. Alors soit c'est le Docker Hub qui est tombé. Ça m'étonnerait quand même. Ça serait un peu chiant pour la démo. Que se passe-t-il? Ah ouais.
Comme dit mon fils, Internet est cassé. Non, je pense pas que ce soit ça. Enfin, je pense pas qu'il soit clairement mort, mais là, on est mal. On est mal, et donc... Alors, je vais essayer quand même avec votre Wi-Fi, si c'est possible. Ouais. Alors, je te donne l'adresse Wi-Fi. Alors, attends. Parce qu'il va falloir qu'il oublie que je lui ai donné un mot de passe. Comment ça marche déjà, ça? Centré en guest. Pourquoi il veut absolument... Attends, parce que... Ou c'est ma machine qui est dans un état un peu bizarre, ou... Il veut pas se connecter? En fait, il veut pas non plus... Oh, voilà. Ah, il veut pas non plus me redemander le mot de passe. Ok. Alors, que se passe-t-il? Voilà, on va essayer ça. C'est bon? Non, il n'est pas là. Non. Non. Grand P. P32, P3, il n'y a pas de 32. Hop. Ah ah. Ouais, c'est un problème de marque, là. Oh oh. Donc ça prend avec mon téléphone. Donc est-ce que je suis sur le Meet? Non. Il faut que j'y revienne. Hop. On peut le faire. Tac, je join. Je présente. Hop. Hop. Ça marche. Donc, on était où? Ça ne marche pas que avec des Hello World. Hein. Ça marche aussi avec plus de... Quand on a plus de composants, en fait, je ne vais pas faire Docker Scaffold Run, je vais faire Scaffold Run directement. Donc Scaffold Run, il va rebuilder toutes les images des 5 composants. Il va patcher tous les YAML, hein, redéployer tout ça, hein, et me montrer les logs de tous les composants qu'il a déployés, agrégés dans une seule stream. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est si lent, en fait. Là, il y a un... Normalement, c'est instantané. Normalement, c'est à peu près une seconde, quoi. Bon, on n'a pas de la chance. On n'a pas de chance aujourd'hui. C'est mieux, mais c'est pas encore top. Hein. Allez, tu peux le faire. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que ma machine, elle est passée en mode basse consommation. Là, elle veut pas donner toutes les ressources à Docker. Hein. Ça m'est déjà arrivé, ça. On va voir si on est obligé de faire ça ou pas. Ouais, on va le brancher sur le réseau, sur le courant, ça va lui faire du bien. Ouf. Bon, je les ai toutes eues, ces plantades déjà, mais normalement, je devrais m'en rappeler, mais non, même pas. Même pas. C'est ça. Allez, ça charge là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a rien fait de ce que je lui ai demandé. On y retourne. Scaffold Run. Plouf, 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 plam. Déjà, vous avez vu, c'est plus rapide. Si je fais Scaffold Run mon tail, on va faire Scaffold Dev en fait. Voilà. Scaffold Dev, il va rebuilder mes images, il va tout retaguer et il va montrer les logs des différents composants et normalement à un moment donné déployer l'application. Je veux de... Allez, oui, voilà, ouais. Ouh. Ok, donc ça fonctionne. Hein. Et donc si je modifie, qu'est-ce que j'ai comme UI statique index, si je modifie des trucs ici,
eh bien, il va rebuilder qu'une des images, hein, redéployer que les déploiements Kubernetes qui nécessitent cette image. Donc, vous voyez qu'il y en a plein qui sont unchanged, unchanged, unchanged. Il n'y en a qu'un seul qui est reconfiguré. Et puis ici, en fait, mon application, elle a été redéployée correctement. Donc, vous avez vu, il va vraiment watcher tous les répertoires dans lesquels il y a des sources et il va comprendre quelles images doivent être reconstruites, etc., etc. Et donc ça va fonctionner plutôt bien et ça va vous donner vraiment des outils plus efficaces que ceux qu'on avait avant où on était obligé de faire toutes les opérations en manuel. Là, je relance en fait toujours Scaffold Dev en Dev, Scaffold Run sur un cluster distant et j'ai pas besoin de penser aux commandes que je dois lancer. OK. Pouf. Normalement, après, ça marche tout seul. Donc, il y a un watch mode. Auto-tagging, l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'il va chercher, il va vous enlever le travail de taguer les images. Il va utiliser vraiment les commits Git. Ou alors, si vous êtes en train de modifier des fichiers, que le repository est dirty, il va avoir ses propres règles de nommage. Dès qu'il est sur un tag, il va utiliser le tag, etc., etc. Il va être capable de patcher tous les fichiers YAML. Ça supporte plusieurs façons de construire des images Docker. Quasiment tout le monde utilise Docker Build pour construire des images Docker, mais il y a d'autres façons pour construire des images Docker, en particulier Bazel. Je vais vous en parler tout à l'heure. Bazel, ça va résoudre certains problèmes que l'on rencontre avec Docker Build. Scaffold, ça s'intégrer avec les deux. Je vous ferai une démo avec Bazel. De la même façon, le build, il peut être local sur ma machine, ou alors il peut être déporté sur un cluster qui est partagé, ou carrément sur le cloud. Donc là, sur un cluster partagé, je vais utiliser Canico, je vais vous faire une démo tout à l'heure. Et Google Cloud Build, l'idée là, c'est d'avoir un builder sur le cloud qui va être capable de builder beaucoup d'images en parallèle. Là, ici, en local, sur ma machine, il buildait les images une par une. Sur le cloud, il va le faire en parallèle. Alors, ça va être plus lent parce qu'il faut envoyer les sources, il va pusher les images, etc., etc. Mais par contre, si j'ai beaucoup d'artefacts, il va être capable de les builder tous ensemble, tous en même temps. De la même façon, je peux déployer, comme je vous ai montré là, avec les YAML qui sont envoyés directement en Kubernetes avec kubectl, mais il y a d'autres façons de parler à Kubernetes. Maintenant, il y a Helm, il y a Kustomize. Tout ça, ce sont des outils en ligne de commande. Avec Helm, par exemple, a aussi une partie qui est installée sur le cluster, et ça va vous permettre de faire plus des packages d'applications. Alors que là, moi, avec kubectl, j'envoie vraiment des YAML, une liste de YAML. Avec Helm, je peux faire des packages, et avec Kustomize, je peux avoir des déploiements qui sont paramétrés en fonction de la prod, de la pré-prod, du dev, des choses comme ça. Donc Scaffold, lui, s'intègre avec tout ça, et vous utilisez les outils que vous avez envie d'utiliser. En parlant du build, vous avez vu sur ma machine, j'ai construit des images Docker. Je suis dans un mode maintenant avec Scaffold où ça va watcher mes fichiers, et puis ça va essayer de reconstruire mon image à chaque fois que je change un fichier. Le problème, c'est que dans la vraie vie, reconstruire une image, ça prend pas toujours une demi-seconde. Donc vous avez changé un truc, ça va tourner pendant 5-10 secondes, 1 minute, 10 minutes, ça va dépendre un peu de votre projet. Donc c'est pas facile de construire des images Docker rapidement. Il y a des limites avec le Docker Build. Et il y a même d'autres choses déjà avant ça qui sont compliquées. Par exemple, le choix des images de base. Avec Docker, vous savez, vous avez des images de base, vous rajoutez des commandes dedans dans votre conteneur, puis ça va créer peut-être une autre image de base pour une autre image. Vous avez cette notion de chaînage, et on ne sait jamais trop quelle image de base prendre. Est-ce qu'on prend les images sur le hub Docker? Est-ce qu'on prend des images sur des bases Ubuntu, sur des bases Alpine? Qu'est-ce qui est le plus sécurisé? Qu'est-ce qui est le plus rapide? Qu'est-ce qui est le plus petit? Il y a tout ça, il y a plein d'éléments qui rentrent dans le choix. Alors moi, je vais vous présenter une approche, un outil qu'on a développé chez Google, ou plutôt une série d'images de base qu'on a développé chez Google, ça s'appelle Distroless. Et Distroless, l'idée, ce sont des images qui sont sécurisées par défaut, et donc qui vont vous apporter la surface d'attaque la plus faible quand vous déployez vos applications. L'idée, c'est que l'image que vous allez construire, elle va contenir uniquement votre application, les dépendances runtime de votre application et quasiment rien d'autre. Je vais vous montrer la liste de ce qu'il y aura en plus. Il n'y a pas de package manager, il n'y a pas de shell, il n'y a quasiment rien dans l'image finale. L'idée, c'est de réduire au maximum les surfaces d'attaque. Tout ce que vous vous attendez à avoir dans une distribution Linux classique, vous ne l'aurez pas dans une image construite à partir de Distroless. L'idée, c'est qu'en gros, vous allez avoir une libc
pour certains langages qui ne sont pas complètement statiquement compilés, ou par exemple pour la JVM si vous faites du Java. Vous allez avoir des librairies pour faire du SSL, un fichier root, un utilisateur root et un répertoire TMP, et vous n'avez rien d'autre dans l'image. Donc si vous voulez vous faire un SH ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. L'image, elle est vraiment réduite à son strict minimum. Donc vous allez me dire, bon, d'accord, comment j'utilise ça? En fait, c'est assez simple. Rappelez-vous, ici, j'avais un Dockerfile pour mon Hello World qui était sur une base d'Alpine. Eh bien, je vais le modifier, tout bêtement, avec distroless base. Je vais reconstruire mon image. Hop, Hello. Et donc là, il va juste changer d'image de base pour faire mon image Docker. Mais bien sûr, l'image se comporte toujours de la même façon. Ça affiche toujours Hello Centrion. Donc pour changer les images de base de mes conteneurs, c'est aussi simple que ça. C'est juste, j'ai choisi distroless base. Il y a des distroless Java, distroless Python, je crois, Node. Je sais plus ce que vous faites comme langage ici. C++. Bah, distroless base, elle est bien pour faire des C++. Parce qu'en fait, on va utiliser une image qui a tous les outils pour compiler un binaire statique. Et le binaire, on va juste le copier dans une distroless, par-dessus une distroless base. Et donc là, vous avez vraiment le strict minimum. Vous avez la libc, votre binaire, de dépendance si vous voulez en copier en plus dedans, c'est tout. Donc pour du C, C++, du Go, la distroless base, elle est super. Vous ne pouvez pas avoir plus petit. Si vous pouvez avoir plus petit avec la Alpine, c'est des images qui sont plus petites parce que ça n'utilise pas la glibc, ça utilise Muscle. Par contre, vous avez un package manager, vous avez des shells, des machins, vous avez BusyBox, vous avez une centaine d'outils en ligne de commande. Là, ici, vous ne les trouvez pas. L'idée, c'est de réduire la surface d'attaque. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Ouais. Donc, distroless base, si vous faites du C++, c'est ça qu'il vous faut. Donc, distroless, c'est juste ça. C'est tout bête, mais par contre, ça va être utilisé dans les outils que je vais vous montrer après. C'est une série d'images de base faites par Google, qu'on utilise nous en prod quand vous déployez sur le cloud Google. Donc si vous déployez sur App Engine avec du Java, avec du Node, avec du Go, peut-être avec du Python, vous vous rendez pas forcément compte, mais ça va utiliser ça en dessous. Hop là, on revient en arrière. Donc choisir des images de base, c'est compliqué. Et faire des builds vraiment incrémentaux, qui se rebuild les images rapidement quand vous faites un tout petit changement, c'est encore plus compliqué. Alors je ne sais pas si ça vous parle le Java. Moi, ça ne me parle plus trop, mais je vais quand même vous montrer le Java, vous n'avez pas le choix. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, j'ai une application Spring Boot. J'ai fait le Hello World Spring Boot. Donc en gros, il y a un fichier comme ça, Spring Boot. Ça fait Hello World. Ça doit être un endpoint REST sur slash. Si je me connecte, ça fait Hello World. Donc il doit y avoir un Dockerfile. Je ne sais plus pourquoi il y a un Dockerfile. On va déjà regarder le POM. Le POM, c'est le POM le plus petit possible pour définir les dépendances. Et donc, si je fais mvn package, je crois, ça va télécharger toutes les dépendances et ça va me construire un jar ou un war, je ne sais plus quel est l'élément de déploiement de ce truc-là. Et donc, mon application Spring Boot fonctionne. Je crois que je peux faire ça. Ouais, ça démarre. D'accord. Donc là, j'ai construit mon application en dehors de Docker. Maintenant, j'ai créé, moi, j'ai lu tous les guides pour créer des images Docker en Java, et on m'explique, il faut avoir un multistage build, donc un build qui part de Maven, dans lequel je copie mon POM, ça c'est le descripteur de mon projet, je lance une commande magique qui va récupérer toutes les dépendances, ensuite je copie mes sources, et je lance une autre commande magique qui va vraiment compiler mon application et copier toutes les dépendances dans un certain répertoire pour qu'après, dans une autre image qui est basée sur distroless, si je lance la commande Java, -cp, tout ça, ça va lancer mon application. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un multistage build, donc une grosse image pour le build, l'image la plus petite possible pour le run, basée sur distroless. Et on se dit, en gros, ça fait un Maven comme j'ai fait à l'extérieur de Docker. Et effectivement, si je construis tout ça, on va faire un Docker build. Si je construis tout ça, c'est assez rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change un tout petit bout de mes sources? Alors là, on va changer un truc assez marrant. On va changer juste un commentaire dans le descripteur de projet. D'accord? Je vais changer tout ça. Et je refais un Docker build. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer?
C'est pour voir si vous suivez. Rien? Raté déjà. Il y en a un qui a raté. En fait, ce qu'il va faire, hein, c'est qu'il va retélécharger toutes mes dépendances. J'ai pas changé une seule version de dépendance. J'ai changé juste le fichier descripteur qui décrit mes dépendances et aussi des métadonnées, genre le nom du projet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Docker, hein, lui, il voit, OK, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Ah, le fichier POM, il a changé. Ne serait-ce qu'un caractère du fichier POM a changé. Donc, tout ce que j'avais en cache, après ça, je le mets à la poubelle. Hein. Je considère que mon cache, il est invalidé. Donc, je recopie mon nouveau POM. Je relance la commande maven dependency resolve qui télécharge toutes les dépendances. Et ça, en fait, ça n'a plus aucun cache. Donc, ça va retélécharger les je ne sais pas combien de mégas de dépendances que j'avais. J'ai même pas changé la version de Spring Boot. Hein. J'ai juste changé un commentaire. Dans la vraie vie, je vais changer quoi? Je vais rajouter une dépendance. Je vais changer la dépendance de la version Spring Boot et il va se passer exactement ça. Donc, vous imaginez bien, là, vous êtes dans mon super outil Scaffoldet. Vous dites, je vais changer un commentaire. Ça va tout redéployer super vite. Pas du tout. Ça a mis je ne sais pas combien de temps. Il me dit 3 secondes, mais ça, c'est le build. En fait, il a téléchargé tout le truc avant. C'était 36 secondes. 36 secondes, d'accord? Donc là, on n'est pas trop dans un build très incrémental. Ça, c'est ce qui se passe avec quasiment tous les langages avec Docker. Vous avez possibilité de faire des tricks comme ça, où vous dites un coup, je copie d'abord le POM, ensuite les sources, et comme ça, je maximise l'utilisation de mon cache. Mais dans tous les langages, vous ne vous rendez pas forcément compte que, en dehors des sources et du descripteur de projet, eh bien, en général, les compilateurs ou les outils de build téléchargent des fichiers ailleurs. Hein. Donc Maven, lui, dans mon répertoire Home, M2, Repository, télécharge tous mes jars. Hein. Chaque fois que je build, eh bien, il va aller piocher là-dedans les jars qu'il a déjà téléchargés. Docker, il ne sait pas faire ça. Si je fais du Go, par exemple, du Go, chacun de mes fichiers sources, il va maintenir une sorte de digest du fichier et la version compilée quelque part dans un répertoire dans mon Home aussi. Avec Docker, il ne va pas savoir faire ça. Tous les langages, en gros, vont avoir un mécanisme. Node, vous avez des modules, vous en rajoutez un, il va les télécharger tous. C'est la mort. Je vais vous montrer 2 outils pour résoudre ce problème-là. Un outil généraliste et un outil spécialisé sur Java, mais qui peut inspirer d'autres outils dans le futur. Donc ça, c'est un outil... Donc Bazel, c'est un outil de build open source fait par Google, hein, qui est inspiré de Blaze, l'outil de build qu'on a en interne sur notre monorepo qui fait 3 Tera, là. Et Bazel, donc c'est open source, c'est un outil de build généraliste. Et il y a des plugins, et en particulier, il y a un plugin qui sait construire des images Docker à partir de mes sources, s'ils sont préparés pour être buildés avec Bazel. Donc là, je vous montre Bazel. Bazel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez ardu à utiliser. En général, si vous êtes habitué à un outil de build pour un langage, bah Bazel vous oblige à tout casser, tout refaire. Par contre, ça fournit des builds super reproductibles, qui rebuild de façon incrémentale, de façon assez efficace, et qui marchent sur des projets gigantesques. Voilà. Donc je dis toujours, hein, si vous avez un petit projet ou un projet moyen, c'est pas trop la peine d'aller investir là-dedans. Maintenant, il y a des boîtes comme Dropbox qui ont tout passé sur Bazel et ils jurent que par ça. J'ai cru entendre aujourd'hui que Spotify aussi allait commencer à migrer tout sur Bazel. Hein. Ça peut vous intéresser de regarder. Donc l'idée, c'est que c'est un système de build extensible, il y a plein de plugins, et grâce à un plugin, on peut construire des images Docker sans même avoir Docker installé. C'est marrant, en fait, c'est quoi une image Docker, hein? Une image Docker, c'est un fichier JSON qui décrit des couches. Chaque couche, c'est une archive, c'est un tarball, hein, dans lequel il y a des fichiers, hein, et ça, c'est une image Docker. Donc ça, vous pouvez le faire, si vous connaissez la syntaxe, la structure, vous pouvez le faire vous-même avec n'importe quel langage. Vous pouvez générer une image Docker. C'est ce que va faire Bazel. Et puis, comme image de base, ça va utiliser distroless, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et ça va vous faire des builds super incrémentaux pour du Java, du Go, du Rust, Python, Node, ce que vous voulez, du C++, bien sûr, parce que chez nous, le C++, il y en a, on va dire un tout petit peu. Il y en a beaucoup partout. Hello World with Bazel, celui-là, c'était quoi? C'est mon application Spring Boot. Donc là, le gros problème de Bazel, c'est que ça vous oblige à oublier tous les outils de build que vous pouvez avoir pour tel ou tel langage. Il faut rentrer dans le moule Bazel. Donc là, j'ai défini un fichier build dans lequel j'ai redéfini mes points d'entrée, mes dépendances, etc. Et j'ai un fichier workspace qui définit mes plugins,
mes dépendances transitives, enfin bon. Je vous invite à pas forcément regarder tout ça. C'est toujours le même code Java, par contre. Et une fois que j'ai fait ça, par contre, c'est sympa parce que avec Bazel, je peux builder mon application. Hein. J'ai des propriétés qui sont assez similaires à Docker build, c'est que si je fais un build juste après un autre, eh bien c'est en cache et vous avez vu en 300 millisecondes, il se rend compte qu'il a déjà tout buildé. Hein. Ce qui est sympa, c'est que normalement, si je modifie ici mon descripteur de pomme, alors en fait non, pomme ça sert à rien parce qu'il n'utilise plus le pomme. Hein. Chaque fois je fais l'erreur. Hein. On va modifier la version de Spring Boot par exemple. Je mets sur la version Spring Boot. Je vais passer de 2.03 à 2.04. Si je refais Bazel build, en fait là, il build en dehors de Docker, donc il build sur ma machine, il ne va télécharger que les jars qu'il n'avait pas. Il va avoir les mêmes mécanismes de cache que si je lançais Maven sur ma machine en dehors de Docker. Et ça va être vrai pour tous les langages. Il va maximiser l'utilisation de son cache. Et vous avez vu maintenant, il a rebuildé en 11 secondes le temps de télécharger toutes les dépendances. Tout à l'heure, avec Docker, c'était en 36 secondes. Il build en local, là? Là, il build en local sur ma machine. Si en local, j'ai dans mon repo quelque chose de foireux. Quelque chose de foireux, c'est-à-dire Bon, si j'ai poussé, par exemple, un jar pour une expérimentation particulière qui n'est pas officielle, du coup, ce ne sera pas le même build en local que celui que j'aurai sur Jenkins. Si, parce qu'en fait, il va télécharger lui-même, enfin, il va télécharger du même endroit et je suis pas sûr de comprendre la question en fait, mais le build il est reproductible avec les mêmes inputs. Si je change un jar sur Maven Central ou sur un Nexus et que je le remplace pour une même version, je le mets par un autre jar. Hein. Mais sinon, c'est. Repo local, je peux bien modifier un jar. Oui, je peux modifier des sources. Si je fais ça, par contre, du coup, ça pourrait générer un delta par rapport à. Oui, oui. À ce que Docker fait, lui, en recherche complètement. Alors. Non, parce que lui, en fait, vous avez une différence entre Bazel et Maven, c'est que c'est vraiment des builds reproductibles. Donc typiquement ici, sur toutes mes dépendances transitives, il prend le SHA-256 du jar. Donc il voit tout de suite si on a changé un truc. C'est des builds vraiment reproductibles. C'est passé à l'échelle Google, ce truc-là. Donc on essaye de faire que ce soit vrai. À l'inverse, dans mon pomme, j'avais mis, voilà, c'est Spring 3.05. Là, en vrai, si je veux avoir un build reproductible, il faut que je mette ça dans mon workspace. Il faut que je mette la liste des dépendances transitives avec tout leur SHA-256. En fait, il me dit, attention, ton build n'est pas reproductible, il faudrait que tu prennes ça et que tu le copies ici. Moi, j'avais juste mis la dépendance principale. Hein, voilà. Donc, juste pour vous montrer que c'est des builds plus reproductibles, qui build sans Docker. Hein. Ça intéresse des gens qui n'ont pas envie d'installer Docker sur tous les postes. Finalement, ils disent, je buildais du C++ ou du Java avant. Maintenant, je voudrais faire du Docker. Je n'ai pas trop envie de me creuser la tête. Je vais juste rajouter, ça, en gros. Hein. Ici, je vais dire, j'utilise le plugin Bazel qui sait faire des images Docker. Hein. Ici, j'ai référencé quelle version du plugin par là, voilà. J'ai dit, voilà la version du plugin. Et c'est tout ce que j'ai fait. Ça s'est buildé après une image Docker à partir de mes sources. Ce qui est sympa avec Scaffold, l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est qu'ici, je peux dire mes artefacts, ça ne va plus utiliser Docker build, ça va utiliser Bazel. Hein. Donc si mon artefact, il a un fichier build, un fichier workspace, eh bien, je vais être capable de faire Scaffold build. Et en fait, lui, il va déléguer à Bazel le build. Et je repasse encore dans un mode où j'ai toujours la même commande, Scaffold build, Scaffold run, Scaffold dev. Et j'ai plus besoin de me poser la question de ce que je vais lancer à quel moment. Et le build, le mode watch, il marche aussi bien avec Docker build qu'avec Bazel. OK? Ça vous parle un peu, ça, ou pas? Ouais. Alors, pour ceux qui font du Java, il y a encore mieux. Il y a Jib. Je pense qu'il va y avoir d'autres outils qui vont s'inspirer de ça pour faire des builds spécifiques à certains langages. Là, l'idée, c'est de builder spécifiquement pour Java. Donc, Jib, c'est Java Image Builder. L'idée, hein, c'est pour bien faire des images Docker avec Java. Vous avez vu, moi, j'avais déjà utilisé ce truc où je fais le POM et ensuite les sources. Il y a plein comme ça de bonnes pratiques. Et en fait, même, ils sont
regroupés sur un site. Alors, je vous invite à voir ma barre de scrolling quand je lis le site. On me dit, il faut faire ça et ça, mais pas ça. Mais ça, il faut le faire dans cet ordre-là. Il ne faut pas oublier de faire ça. Si tu fais ça, ce ne sera pas bien, mais si tu fais ça, ce sera mieux. Enfin bon, mieux, pas tant que ça. Bref, vous avez pas mal de choses à lire pour essayer de comprendre comment faire un Docker build. Et ça, en général, les gens, ils n'ont pas envie de comprendre tout ça pour faire une image Docker à partir de source Java. Ce qu'ils voudraient, c'est un truc comme je vais vous montrer moi. C'est, j'ai mes sources Java, j'ai mon POM comme d'habitude. Je vous rappelle, avec Java, si je fais Maven package, ça va construire mon application. D'accord? Et bien ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une autre commande. Je vais lancer Maven compile et je vais lancer ensuite ce plugin-là, le plugin Jib. Je vais lancer ce plugin Jib Maven plugin, dans cette version-là. Je vais lui donner un nom d'image Docker. Et quand je vais faire ça, en fait, lui, il va tout seul créer la meilleure image Docker possible à partir des sources Java. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a buildé l'application. Ensuite, il essaie de la containeriser. Tout ça sans utiliser Docker. Il va créer lui-même l'image Docker sans utiliser Docker. Comment il va faire? En fait, il va récupérer l'image de base. C'est une image de base distroless Java. Il va copier dedans les dépendances, tous mes jars dont mon application dépend, et il va ensuite il va copier mon application dedans. Et donc, ça va faire une image qui fait toujours 4 couches. Une image de base distroless, la JVM, mes dépendances, mon application. Et là, je n'ai pas besoin de lire l'énorme site avec toutes les best practices. Ça va me faire l'image Java qui fonctionne bien, voilà, en une seule commande. Sans toucher une seule ligne de mon projet. J'ai rien rajouté dans le POM, j'ai rien rajouté dans les sources. Ça va reconnaître le projet Java. Et ça, je pense qu'on va y arriver sur d'autres langages. En interne, il y a une équipe qui travaille là-dessus sur Go déjà. Voilà. Donc ça, c'est Jib. Construit des images Docker sans Docker. Ça marche, c'est un plugin Maven ou Gradle. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est facile à adopter et l'intégration avec Scaffold, elle n'est pas encore là. On travaille dessus pour que, encore une fois, si vous avez du Java, vous pouvez faire Scaffold build et vous ne vous posez pas trop la question de savoir comment ça va être construit. Alors, un dernier petit point. À partir du moment où vous construisez des images Docker, souvent, vous allez vouloir les construire sur une ferme de serveurs, sur un cluster ou quelques nœuds, pour avoir un côté très reproductible ou très maîtrisé. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de construire des images Docker sur un cluster, mais en gros, vous avez deux solutions techniques, les deux sont mauvaises, voire même dangereuses. La première solution, c'est d'exposer la socket Docker à tous vos nœuds de la ferme de build. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, vous donnez un droit d'administration à tous les process de build sur toutes les machines. Donc, ils peuvent très bien faire tomber tout cluster ou utiliser le cluster comme bon leur semble. Ou alors, vous pouvez utiliser la technique du Docker in Docker. Donc là, c'est une technique un peu compliquée de faire tourner Docker dans un conteneur pour pouvoir faire un Docker build à l'intérieur d'un conteneur. Et ça, en gros, vous perdez toutes les notions de cache et c'est pas forcément ni performant ni très stable. Donc, globalement, si on veut construire des images Docker sur un cluster et qu'on a besoin d'utiliser Docker build, donc on part d'un Dockerfile, ça va être soit dangereux, soit instable et lent. Voilà, vous avez le choix entre les deux. Et ce qui est marrant, c'est que quand chez Google, on a lancé Kubernetes, un des premiers tickets qui avait été créé, c'est ça serait bien qu'on pense à la façon de builder des images sur un cluster sans exposer tout le cluster. Et puis, ça a duré 3-4 ans, le ticket a été ouvert. Et un jour, il y a une équipe qui s'est dit, il faudrait peut-être qu'on essaie de résoudre ça. Et ils ont créé chez nous Canico, qui est un autre outil open source, qui permet, en gros, de prendre des sources, de prendre un Dockerfile, de construire une image Docker à partir de ça, mais sans utiliser Docker build. Une sorte de réimplémentation de Docker build dans un mode un peu plus sécurisé. Donc en gros, ça va builder une image et la pusher dans une registry. Tout ça, alors ça il faut que je le corrige, mais il y a Docker installé sur mes nœuds, mais en fait, ils ne partagent pas leur socket, je n'utilise pas Docker in Docker, donc je suis dans un mode qui est beaucoup plus sécurisé. Et ça part d'un Dockerfile. Donc si moi, j'ai pas envie d'utiliser Bazel ou j'ai pas envie d'utiliser Jib,
que j'ai envie d'utiliser Docker Build, je peux utiliser Canico en fait. Donc pour résumer, hein, c'est une implémentation différente de Docker Build. Je peux utiliser Canico pour builder sur un cluster Kubernetes, par exemple, ça c'est super. Je parlais avec des gens de Jenkins, ils regardent un petit peu ça. L'idée c'est, j'installe par exemple Jenkins sur un cluster Kubernetes et je vais pouvoir builder les images Docker de façon sécurisée grâce à Canico. Mais ça marche aussi en dehors de Kubernetes. Ça a été fait pour Kubernetes à la base quand même. Donc, je vais vous montrer avec Scaffold ce que ça donne. Avec Scaffold, j'ai toujours ma liste d'artefacts, mon petit Hello World. Je vais toujours déployer kubectl. Par contre, j'ai rajouté un profil que j'appelle Canico et qui décrit où ma ligne de commande va envoyer les sources de mon appli et quel est le secret pour Canico pour aller les chercher, ces sources. Et en fait, ça a l'air compliqué, mais globalement, tout ce que j'ai à faire, je vais me mettre sur un cluster, remote. Donc là, j'ai un cluster Kubernetes avec un peu plus de nœuds. Donc c'est un cluster partagé. Je vais utiliser Canico dessus parce que je ne veux pas que les gens puissent le faire tomber en faisant juste de Docker Build. Et donc si je fais Docker Build en activant le profil Canico, j'ai fait quoi? Ouais, Scaffold Build, pardon. Tac. Il va prendre mes sources locaux, il va les envoyer sur Google Cloud ou tout autre système supporté par Canico. Ça peut être S3, on est en train d'introduire de nouveaux systèmes. Et ensuite, à partir de ces sources, il va analyser le Dockerfile, il va reconstruire l'image, il va la déployer sous le nom GCR.io, DGA Demo Hello avec le bon tag. Et une fois que ce sera fini, il me rendra la main. Vous avez vu, l'output n'est pas tout à fait le même que quand on fait un Docker Build. On ne voit pas trop les commandes. C'est une autre façon de faire. Une fois qu'il a fini, il a déployé mon image. Et là, j'ai construit une image avec Docker Build, mais de façon plus sécurisée. Donc, normalement, si je fais... Ça a fonctionné. Il a récupéré l'image, ça a fonctionné. En fait, là, il l'avait déjà en local, mais normalement, elle a été publiée. Moi, j'ai plus qu'à la pouler et faire le run. Donc ça, c'est quand même un cas un peu particulier. C'est quand on commence à se dire, oh là là, je vais pouvoir faire des fermes de build, ou je vais pouvoir faire tourner des builds sur Jenkins, ou tout autre outil de partager pour builder mes conteneurs Docker. Mais ça arrive très très vite, en fait. Ça arrive très très vite, et là, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui va chercher sur Internet et qui va voir, j'ai choisi entre un truc pas sécurisé et un truc qui a des performances dégueulasses. Je choisis lequel. En général, on prend le pas sécurisé, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'était Canico. Donc l'idée, c'est que tous ces outils-là, vous avez vu, ils sont intégrés les uns avec les autres. On essaie de faire que ces outils qui, à l'origine, avaient une vie propre, une vie indépendante, mais on essaie de les connecter les uns aux autres avec Scaffold, pour que vous puissiez construire des images sécurisées, des images qui se buildent plus rapidement, avoir un flow de développement le plus fluide possible. Et donc, un petit résumé de ce qu'on a vu. Scaffold, ça c'est pour sortir de la boucle infernale qui nous rend malheureux avec Kubernetes. Distroless, ça donne des images plus sécurisées. Bazel pour des builds incrémentaux. Jib, c'est une version super simple de Bazel, mais enfin une version super simple d'un build à la Bazel, mais pour des applications Java. Et Canico, c'est pour construire des images sur un cluster. Donc vous, si vous faites du développement vers Kubernetes, je pense que Scaffold, ça peut vous intéresser. Si vous faites du C++, Distroless, ça vous intéressera carrément. Bazel, allez jeter un petit coup d'œil. C'est pas forcément, je conseille pas à tout le monde. C'est pas parce que nous on l'utilise sur nos super repos que tout le monde a envie de faire ça. Je sais pas avec quoi vous buildez vos applications. De la bonne vieille Makefile avec des. Comment? Non mais sans Docker déjà vous définissez comment votre build sans Docker? C'est mec, ouais. Donc là, l'investissement pour passer à Bazel, il est pas atroce. Les gens qui font du Java, en général, c'est un peu plus dur parce qu'on leur mâche beaucoup de boulot avec Java. Il y en a qui disent je reviens un peu en arrière avec Bazel. Voilà. Et l'avantage, c'est que Bazel, par contre, vous pouvez l'utiliser même si vous ne faites pas de Docker. Vous pouvez y trouver un intérêt pour builder plus vite vos applications, même sans faire du Docker. Jib, ça ne vous intéresse pas. Et Canico, là, si vous commencez à avoir une intégration continue, une chose comme ça pour construire des images Docker, ça peut vous intéresser.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions.